Donc, chers étudiants, chères étudiantes, nous continuons ce cours du droit international public. Donc, nous avions parlé la semaine dernière, la séance dernière, des États. Aujourd'hui, on parle des organisations internationales en tant qu'acteur principal du droit international, jouissant de la personnalité juridique internationale. Les organisations internationales, comme leur nom le désigne, le décline, ce sont des associations principalement des États à l'origine. Les organisations internationales intergouvernementales représentent associations des États qui sont des organisations internationales gouvernementales ou intergouvernementales, sont des sujets du droit international, sont aussi des sujets du droit international. Ils sont, bien sûr, concernés et destinataires par les règles du droit international et ses principes, et ils sont aussi assujettis au cadre conceptuel qui résume les droits et les obligations émanant des instruments internationaux. La Cour internationale de justice, dans son avis consultatif rendu en 1949 sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, a préféré s'en tenir à la lecture de la charte et à la théorie des pouvoirs implicites pour constater l'existence de la personnalité juridique de l'ONU. Les services de l'ONU ont été endommagés et que cela a donné lieu à une saisine de la Cour internationale de justice. Et c'était la première fois que la Cour internationale de justice de La Haye doit statuer sur un différend dans lequel une organisation internationale, en l'occurrence l'Organisation internationale des Nations Unies, qui est en partie. Donc, la Cour internationale de justice, dans son arrêt célèbre en 1949, sur les dommages subis au service des Nations Unies, avait bel et bien reconnu, bien sûr, la personnalité juridique, à l'organisation internationale, à l'Organisation des Nations Unies. Et dans ses arguments, il s'est référé bel et bien à un instrument juridique international qui est la Charte des Nations Unies, et aussi, bien sûr, qui est une charte constitutive des Nations Unies et qui procure, par conséquent, la personnalité juridique à l'Organisation des Nations Unies. Donc, un courant important de la doctrine aussi estime aujourd'hui que c'est en vertu du droit international général qu'une organisation internationale acquiert la personnalité juridique. C'est-à-dire que les organisations internationales intergouvernementales, c'est un courant, c'est une pratique, c'est une coutume, et que cela, la question des Nations Unies, constitue une référence pour les autres organisations internationales, puissent aussi en bénéficier de cette personnalité juridique internationale, en même titre que les Nations Unies et en même titre que les États en tant qu'acteurs internationaux et en tant, bien sûr, que destinataires par des instruments internationaux. La réunion de certaines conditions, tout de même, dans l'organisation internationale, lors de sa création, que ce soit par le traité ou par un accord, par une convention, sont très déterminants. Car au moment aux circonstances de la création, cette organisation internationale peut explicitement et expressément, dans ce texte constitutif, reconnaître que l'organe est susceptible d'exprimer, de jouir de cette personnalité juridique internationale. Une coutume, bien sûr, internationale de même genre, générée par la pratique des États, parce que la pratique des États aussi avait aidé à ce que certaines organisations internationales puissent jouir de cette personnalité juridique internationale en reconnaissant des organisations internationales, leur fonctionnement, les rapports que les États établissent avec ces organisations déclinent qu'ils disposent d'une personnalité juridique internationale avec des droits et des obligations, et que parfois il y a même des immunités et des privilèges pour ces lieux, pour ces buildings et aussi pour les personnes, c'est-à-dire pour ces fonctionnaires. Donc, l'exemple du Comité international de la Croix-Rouge, etc. Donc, il existe un certain nombre d'exemples. Il existe aussi des sujets
qui acquiert cette qualité en vertu du droit international lorsque diverses conditions sont réunies. Lorsque diverses conditions sont réunies, la reconnaissance, la création, la fonctionnalité, la réalité, l'importance. Donc, un certain nombre de conditions peuvent aider davantage à ce que une organisation internationale peut jouir de cette personnalité internationale et être sujet de droit international et être, bien sûr, destiné par une règle ou une norme émanant d'instruments internationaux. Donc ce sont des entités politiques à vocation étatique d'une part, et d'autre part, des associations d'États peuvent aussi avoir cette personnalité juridique internationale. Bon, on pourrait, dans une certaine mesure, citer le cas de l'Union européenne, on pourrait citer le cas d'un certain nombre d'organisations internationales. De plus, dans de rares cas, une norme coutumière et spécifique attribue la personnalité juridique à une entité particulière. Bon, il se trouve, par exemple, certaines organisations internationales non gouvernementales particulièrement, qui opèrent dans le domaine de l'environnement, des droits de l'homme, ou par la pratique, du fait de la pratique, la coutume installée et l'acceptation de ces acteurs internationaux en matière de droits et d'obligations leur procure implicitement cette personnalité juridique internationale. Mais il faut catégoriser entre les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et les conditions, bien sûr, que je viens de citer, d'acquisition contenues dans le dispositif constitutif ou par la pratique ou par la coutume et par n'importe quelle condition qui favorise davantage le renforcement et la jouissance de la personnalité juridique d'une organisation internationale, que ce soit gouvernementale ou non gouvernementale. Donc, ceci dit, le droit international classique, il est très ferme en ce qui concerne la jouissance de cette personnalité juridique internationale, malgré que les sujets du droit international sont divers, il existe une diversité. Mais pour ce qui est de la personnalité juridique internationale stricto sensu, proprement dit, la doctrine internationale avait prescrit certaines conditions déterminées pour qu'un acteur international jouisse de cette personnalité juridique internationale. Tout d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, la possibilité et la capacité sont trois capacités, généralement, la capacité internationale, la capacité de la conclusion des traités, capacité de conclusion des traités, c'est-à-dire des accords, des conventions, des protocoles, etc. Ce sont des engagements, c'est-à-dire la création des instruments internationaux. Lesquels instruments internationaux qui seront opposables à tous? Cette première capacité, l'établissement des relations diplomatiques, il faut que cet acteur international jouit de la capacité et de la possibilité d'établir des relations diplomatiques et de par conséquent de bénéficier des privilèges et des immunités que procure ce statut en droit international par la Convention de Vienne, etc., pour les représentations diplomatiques et consulaires. Donc, c'est cette deuxième capacité qui pourrait être trouvée chez certaines organisations, Nations Unies ou d'autres organisations internationales. Participer, troisième capacité, c'est aussi participer aux mécanismes généraux de la responsabilité internationale. Participer aux mécanismes généraux de la responsabilité internationale, c'est-à-dire être aussi sujet de responsabilité internationale en matière d'une observation, d'un principe du droit international ou d'un acte non conforme au droit international, le déclenchement de processus et de mécanismes de responsabilité internationale, que ce soit indemnisation, que ce soit autre sanction ou autre nature de poursuite qui est régie
par le système international qui est régi dans des textes internationaux, cette organisation internationale aussi pourrait faire l'objet de cette responsabilité internationale. Donc voilà les trois capacités que la doctrine a regroupées pour désigner les acteurs internationaux qui peuvent jouir de la personnalité juridique internationale et être destinataires de droits et d'obligations et décisions justice, pour les distinguer aux autres sujets destinataires uniquement du droit international ou protégés par le droit international. Et comme j'ai dit l'autre séance, il existe une autre perspective, une autre conception qui élargisse la personnalité juridique internationale à toutes les catégories, même aux individus, à partir du moment où les personnes qui ont fait l'objet d'abus en matière de droit humanitaire, droit pénal humanitaire, ils peuvent rester en justice, ils peuvent saisir la Cour pénale internationale ou une juridiction pour pouvoir faire valoir leurs droits sur la base du droit international, Donc, il faut prendre en considération ces mutations, ces perspectives et ces conceptions quant à la qualité de la personnalité juridique internationale comme il évolue actuellement dans la pratique internationale, généralement émergent et entendu, que ce soit par les États eux-mêmes, qui reconnaissent bien sûr la qualité des individus qui ont fait l'objet des abus, de pouvoir saisir la justice internationale. Donc, le sujet du droit international sont au bénéfice d'une telle capacité. Le droit international classique qui est inhérente, étroite, liée à la personnalité juridique internationale. Donc, les Nations Unies, exemple les Nations Unies, l'organisation des organisations, et on a vu que la jurisprudence de la Cour internationale de justice quant à l'octroi et à la reconnaissance de la personnalité juridique internationale, suite aux dommages subis au service des Nations Unies, la Cour s'est référée dans son argumentaire, dans son exposé de motifs, à la Charte des Nations Unies. Donc, les Nations Unies en tant qu'organisation des organisations, l'organisation internationale, parce que c'est l'exemple le plus éloquent, des acteurs internationaux, d'organisations internationales qui jouissent de la personnalité juridique internationale. Les organisations internationales sont créées par les États à travers les accords des conventions internationales. Donc, les compétences de ces organisations édictées et stipulées dans les textes constituants. Les organisations internationales disposent d'un degré limité de la personnalité juridique par rapport aux États membres constituant les organisations. Ces organisations internationales peuvent passer des engagements, des accords, des conventions, des engagements internationaux, bien sûr des engagements internationaux émanant d'instruments internationaux. Les représentants de ces organisations, comme j'ai dit tout à l'heure, bénéficient de l'humilité et des privilèges. Le texte constituant les organisations peut aussi définir les domaines des décisions des États membres par rapport à certaines questions particulières. Donc les pouvoirs reconnus à l'Organisation des Nations Unies sont des pouvoirs définis dans la charte constituante de cette organisation. Les attributions de l'Assemblée générale qui concernent les matières relatives aux droits de l'homme, les questions économiques et sociales, etc., etc. Donc, il faut dire que la personnalité juridique internationale de l'organisation internationale est bel et bien reconnue aux Nations Unies. Il faut dire que les Nations Unies disposent d'un organe fondamental, d'un organe principal, celui du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, on va en parler quand on va parler des sources du droit international, il joue un rôle prépondérant, un rôle déterminant dans la fabrication et dans la production des normes et des principes internationaux et à travers les résolutions qui émanent du Conseil de sécurité, il a un caractère législatif et aussi exécutif, car le Conseil de sécurité, c'est lui qui a la charge
d'exécuter des fois ces principes et ces normes. Donc on a remarqué ça, constaté ça pendant la guerre du Golfe. Donc le Conseil de sécurité, donc, comme je viens de le dire, est l'organe qui dispose de la capacité de décision et d'exécution dans les Nations Unies. Donc c'est un organe central. Et quand on parle des Nations Unies, on ne parlait de personnalité juridique et de capacités telles qu'ils sont décrites que par rapport au Conseil de sécurité, en tant qu'organe fondamental dans cette organisation. Donc, c'est en accordance donc, avec les compétences en matière de maintien de la paix, de la sécurité internationale et ses responsabilités principales dans ces domaines que son autorité est prépondérante. L'autorité, bien sûr, du Conseil de sécurité. C'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, bien sûr, c'est la Cour internationale de justice, qui a l'autorité de rendre des sentences opposables sur les affaires dont il a été saisi. Rappelons que la Cour internationale de justice, les compétences de la Cour internationale de justice, on va y revenir pour en parler de cela, ont été déterminées dans la charte et le statut constituant de cette même Cour, plus particulièrement l'article 38, mais dans le contexte, comme j'ai dit au début de ces cours de l'après-guerre, la qualité du justiciable a été reconnue principalement uniquement aux États. Et il faut que les États, pour pouvoir soumettre leurs différends à la Cour internationale de justice, doivent se mettre d'accord préalablement et déclarer préalablement être tenus par la sentence rendue par cette Cour internationale de justice, sachant que la Cour internationale de justice dispose de la fonction judiciaire et aussi de la fonction consultative, de la fonction judiciaire et de la fonction consultative. Donc, en droit international, la situation est moins claire, est moins claire par rapport à cette question de personnalité juridique internationale, car l'évolution de la société internationale, de la pratique internationale, procure, comme j'ai dit tout à l'heure, la personnalité juridique de facto à certaines organisations internationales. Donc, il faut rappeler que la plupart des acteurs sujets de droit international, à l'exception bien sûr de l'État, sont bien souvent décrits comme du sujet partiel. C'est ce conservatisme qui existe toujours dans le droit international, imprégné par l'approche classique. Cela vaut notamment pour les organisations internationales. La personnalité juridique ne vaut que dans des limites à leurs fonctions. Il s'agit, dans la pratique, pour la doctrine, d'une personnalité juridique fonctionnelle. Malgré qu'ils reconnaissent la personnalité juridique pour certaines catégories d'organisations internationales, mais ils considèrent que c'est une personnalité juridique fonctionnelle. Donc, ceci dit, les personnes privées, que ce soit morale ou physique, aussi peuvent avoir cette personnalité juridique internationale, comme j'ai dit. Généralement, les individus ne sont pas perçus en tant que tels dans le droit international classique, mais dans une certaine mesure, compte tenu de l'évolution, comme j'ai dit, dans le droit humanitaire, ils disposent de cette personnalité juridique aux destinataires, dans le sens où ils sont destinataires et protégés par le droit international, par des textes internationaux. Mais l'évolution, depuis l'affaire du comte Bernadotte jusqu'à l'ère humanitaire, il devient de plus en plus un sujet de droit international. Rappelons l'affaire du comte Bernadotte, l'émissaire des Nations Unies, qui a été dépêché aux territoires occupés en 1948-49 pour pouvoir être médiateur dans le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, mais il a été assassiné par les sionistes. Donc son assassinat a donné lieu à un débat. Est-ce que
la responsabilité devra être une responsabilité internationale, car il s'agit bel et bien d'un fonctionnaire international. Donc, et à partir de ce moment-là, la question de l'individu, de la personne, de l'individu, s'il fait objet ou pas de personnalité juridique internationale. Et à partir de ce moment-là, on commençait à reconnaître l'individu en tant qu'acteur international disposant de la personnalité juridique internationale jusqu'à, comme je viens de le signaler, jusqu'à l'ère humanitaire. Donc, le rapport de l'individu avec des États, classiquement, se faisait à travers, et se fait assez souvent, par le lien de la nationalité. Et que ces individus peuvent, comme ils ne peuvent pas, être citoyens d'un État. Donc, la question de responsabilité internationale pourrait être le sujet en cas de subrogation. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, la nationalité et le régime juridique applicable pour les nationaux d'un État pour des objectifs définis. Donc chaque État dispose d'un pouvoir discrétionnaire, tout d'abord pour déterminer les conditions de l'acquisition de cette nationalité, et d'une manière générale, la nationalité résulte du droit du sang, parfois du droit du sol, autrement dit, avoir l'un des parents de la nationalité de l'État ou être né sur le sol de cette nationalité. Il se trouve qu'il existe d'autres moyens d'acquisition de nationalité, l'exemple de l'adoption ou de la naturalisation. Il faut rappeler que les compagnies, les navires, les aéronefs, ainsi que les engins de transport internationaux ont souvent, pas souvent, mais ils ont la nationalité des territoires, des pays d'enregistrement, des ports d'attachement, comme les ports d'attache pour les navires et aussi pour les aéronefs, pour les avions. Donc ils ont une nationalité et que la loi applicable à l'intérieur de ces aéronefs, c'est de la nationalité. Elle est d'une importance aussi considérable du point de vue de la responsabilité internationale parce que parler de la personnalité juridique internationale et des acteurs internationaux, c'est en conséquence parler de mécanisme de la responsabilité internationale et le rattachement du lien de la nationalité. Donc surtout dans les circonstances qui amènent les États à régir et conduire les comportements de ces nationaux à l'extérieur de leur territoire d'origine, ou bien de protéger ces nationaux, Donc il existe le régime de la protection diplomatique. Le régime de la protection diplomatique, un régime classique, est un régime de subrogation. L'État se substitue à son ressortissant pour la question de la responsabilité. Bon, la question de ça, c'est le régime juridique de la responsabilité classique, la responsabilité internationale classique. L'extraterritorialité des États, comme on a dit tout à l'heure, applicable aux navires, aux aéronefs, et la souveraineté est un élément fondamental dans ce raisonnement. Souveraineté, un principe constitutif de l'État et un principe fondamental du droit international classique. Cette souveraineté qui n'est qu'une prérogative exclusive de l'exercice suprême de l'autorité politique sur un territoire donné, terrestre, aérien ou maritime, tel que la mer territoriale, aussi sur la population qui se trouve sur ce territoire. Aucun État ne peut exercer une autorité politique à l'intérieur d'un autre État. Ainsi donc la souveraineté est étroitement associée à l'indépendance politique. Les doctrines du droit international classique ont développé le principe selon lequel les États peuvent prétendre plutôt à l'exercice de la souveraineté extraterritorialité sur leurs citoyens et sur, par exemple, le statut de droit de la famille, etc., dans certains droits, même dans certaines mesures, certains droits. Donc ces doctrines faisaient allusion aux actes de découverte, d'occupation, etc. Donc durant la période coloniale, certains États occidentaux ont prétendu la souveraineté sur des territoires conquis. Et cela, c'est un droit international classique, plus ou moins imprégné par ces circonstances historiques, contrairement à un droit international émergent.
Donc il faut dire que les attributs de la souveraineté permettent à l'État d'expulser n'importe quel étranger, selon son appréciation, surtout les étrangers qui cherchent à résider illégalement ou qui ont tendance à nuire à cet État. Donc la souveraineté exclusive exercée par l'État sur sa mer territoriale, sur l'air sursageant, pourrait être grevée par le droit de passage des étrangers. Donc, droit de passage reconnu dans la Convention internationale de la mer ou dans les dispositions du droit international de l'air, en l'occurrence Convention de l'OACI, etc. Mais les États riverains ont la possibilité de la poursuite des pirates des mers, même à la haute mer. Toutefois, c'est l'État côtier qui exerce cette compétence par rapport à cette piraterie. Donc voilà généralement les évolutions par rapport à la personnalité juridique internationale, conséquence personnalité juridique internationale, subrogation de l'État pour ses nationaux, sa capacité d'octroyer la nationalité et le régime de la responsabilité internationale émergent qui concerne aussi, bien sûr, les individus et qui concerne le droit international pénal. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur les acteurs internationaux, sujets du droit international et en même temps destinataires des normes et des principes et des obligations et des droits émanant des instruments internationaux et qui en conséquence impactent l'ordre juridique international et le système juridique international. Donc voilà plus généralement ces acteurs qui sont en continuelle évolution et qui contribuent d'une manière directe ou indirecte dans le processus normatif du droit international. Et merci.